Bonjour à tous, je suis le docteur Talbi, je suis maître assistant en médecine nucléaire à Alger. Et aujourd'hui, nous allons voir la theranostique dans le cancer de la prostate. Donc rapidement, il faut savoir que c'est un premier cancer ici en Algérie, un peu partout dans le monde, le deuxième en Algérie après le colorectal, et que le dépistage des formes au stade initial améliore nettement le pronostic. Il faut savoir que les formes localisées sont bien traitées et on a une régression, une guérison à 80%. Par contre, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le traitement des malades métastatiques qui sont résistants à la castration et éventuellement par le traitement radioactif. Donc la theranostique ou bien le theranostique, appelé également théragnostique, est une contraction ou bien un mot valise qui est fait de deux mots, à savoir le diagnostic et la thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va s'asseoir et personnaliser le traitement radioactif selon l'état du patient. Donc dans ce cas-là, on a une cellule cancéreuse, qu'elle soit primaire ou métastatique, qui va exprimer des récepteurs. Dans ce cas-là, ce sera la cellule tumorale prostatique qui exprime les récepteurs PSMA. On va mettre donc un produit radioactif sur un ligand qui va reconnaître ces récepteurs. Et grâce à l'imagerie, on aura donc un examen TEP qui va nous renseigner sur la surexpression de ces récepteurs et éventuellement prédire la réponse thérapeutique avec un produit radioactif qui sera, dans ce cas-là, thérapeutique. Donc pourquoi le PSMA? Le PSMA, c'est un peptide qui reconnaît le récepteur donc, par sa partie fonctionnelle, mais également par sa partie qui se lie au produit radioactif. Ce produit peut être destiné à l'imagerie. Dans ce cas-là, ce sera le PET PSMA marqué au gallium-68 ou bien au cuivre, et en thérapie, principalement au lutetium, mais actuellement également on trouve des émetteurs alpha, à savoir l'actinium-225. Pourquoi le lutetium? Le lutetium est un produit radioactif ou bien un nucléide qui a des propriétés très intéressantes, à savoir c'est un émetteur bêta, donc émetteur d'électrons qui va interagir avec le substrat le plus abondant dans la cellule, à savoir l'eau, les protéines et l'ADN, et qui va entraîner la radiolyse et la destruction des produits intracellulaires, mais également par sa limite irradiation locale, surtout devant donc, un état métastatique qui est diffus, avec la promiscuité également des cellules cancéreuses par rapport aux cellules saines. Et également, il est intéressant par sa demi-vie, c'est-à-dire la durée nécessaire pour que ce produit radioactif diminue de moitié, qui est d'environ 7 jours. Donc, le Journal of Nuclear Medicine a désigné le traitement par le PSMA comme le plus important événement de l'histoire de la médecine nucléaire. Également, une étude pilote qui a été réalisée par le professeur Hoffman, qui a trouvé qu'il y avait une nette amélioration clinique, également de la survie, avec un effet toxique qui est peu important par rapport aux bénéfices reçus par le PSMA thérapeutique. Donc on passe directement au produit, c'est-à-dire le Pluvicto, PSMA lutetium 177 de nom, qui est un ligand peptidique qui va interagir avec les récepteurs et qui est indiqué chez les patients qui présentent un cancer de la prostate au stade de résistance à la castration chimique et au stade de métastase. Ces patients ont déjà été traités, bien sûr, par des anti-androgènes et de la chimiothérapie. Ces patients ont été éventuellement explorés par un PET scan, à savoir l'OCAVET, c'est-à-dire le PSMA gallium-68, mais pas que. Donc pourquoi? Parce qu'on a actuellement plusieurs produits qui sont utilisés pour le diagnostic en matière de PET scan. Bien sûr, les PSMA au gallium, au fluor, mais actuellement, on a le DCFP-YL qui est marqué au fluor, qui est moins coûteux et qui serait éventuellement plus disponible. Donc la version courte, c'est que tous ces médicaments, donc tous ces radiopharmaceutiques utilisés pour le diagnostic, ont éventuellement la même biodistribution et donnent le même diagnostic avec donc une sensibilité et spécificité qui est pareille. On va passer directement aux études après l'étude pilote qui a été faite par Hoffman, dont une déjà a été prise par celui-ci, à savoir l'étude thérapie et l'étude vision. Donc ces deux études ont été donc publiées dans le The Lancet et sur le NEJM. Ces deux études se sont attribuées donc un objectif, à savoir la réduction de 50% du PSA
avec des critères d'exclusion et d'inclusion qui sont relativement différents. On voit que finalement l'étude thérapie était un peu plus exigeante, et on verra comment, mais qui a finalement eu des résultats plus probants, donc avec obtention de l'objectif à 66% des cas. Cependant, l'étude vision, qui était plus ou moins indulgente, a retrouvé donc son objectif dans environ 46% des cas. Donc, quels sont les critères de sélection chez ces patients? Il faut savoir qu'on est dans un théranostic, donc éventuellement, les critères de sélection seront bien sûr diagnostic et à l'imagerie. Les deux se sont attribués le PSMA gallium comme outil diagnostique, associé au FDG pour l'étude thérapie et associé au contraste CT pour l'étude vision. Également, il faut croire que l'étude thérapie s'est fixé un objectif, à savoir un SUV, qui est bien sûr un ratio très utilisé en médecine nucléaire en termes de TEP, à 20 pour inclure les patients. Ceci dit, un SUV qui était supérieur au foie était seulement demandé et nécessaire pour l'étude vision. Pour les critères d'exclusion, un patient qui est FDG+, dans l'étude thérapie était exclu. Par contre, les patients qui présentaient donc un PSMA négatif, avec des lésions ganglionnaires qui étaient supérieures à 2,5 cm ou bien une lésion viscérale qui était supérieure à 1 cm, étaient exclus dans l'étude vision. Un patient n'est pas seulement une image, donc il y avait d'autres critères, à savoir des critères cliniques et biologiques. Et donc, dans ce cas-là, c'est avec l'histoire de la maladie et du traitement du patient qu'ont été sélectionnés également les patients, à savoir donc, le traitement antérieur par la chimiothérapie, et éventuellement par le taux de PSA en augmentation ou avec le temps de dédoublement, associé ou non à des lésions osseuses, et éventuellement le profil biologique, à savoir la formule, le bilan hépatique et le bilan rénal, à cause de l'hépatotoxicité et la néphrotoxicité du produit. Donc ici, on a un exemple où chez un patient, on voit les fixations qui sont un petit peu éparses et multiples au niveau du squelette, avec un SUV qui est aux alentours de 30. Donc finalement, il s'agit d'un patient qui est éligible aux deux études, parce qu'il est supérieur à 20 pour l'étude de thérapie, et également nettement supérieur au foie pour l'étude vision. Pour l'étude thérapie, on voit que finalement, juste sur l'image, on avait exclu 32% des patients, mais on avait obtenu dans 66% des cas l'objectif, à savoir la réduction du PSA de 50%. Dans l'étude vision, ils étaient beaucoup plus cléments. Ils avaient exclu seulement 13% des patients sur l'image avec le contraste au CT, et ils ont obtenu seulement leur objectif chez 46%. Donc s'agit-il tout simplement des patients qui ne devraient pas exister? On verra un peu plus tard. Donc ici, on voit un patient qui est âgé de 66 ans, qui est déjà traité par le docétaxel et qui présente de multiples localisations qui sont fixantes au PSMA, avec un SUV qui est au 22, donc finalement, il est approuvé par les deux études. Mais pas que ça, vu que finalement l'étude thérapie exige la présence d'un deuxième examen, qu'on peut faire d'ailleurs le même jour, à savoir FDG, et on voit là plusieurs fixations au niveau du squelette, qui sont déjà bien sûr en matching avec les lésions existantes, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un cancer qui est évolutif, mais également d'autres lésions qui n'ont pas été vues par le PSMA gallium et qui existent sur le FDG. Et donc finalement, il s'agit d'un patient qui est exclu par l'étude thérapie puisqu'il présente de multiples lésions qui ne fixent pas le PSMA. Et sur la lésion lombaire qui est soulignée, on voit finalement que la lésion n'a pas de traduction scanographique et qui fixe quand même le FDG. On verra que finalement le FDG avait pu visualiser des lésions qui étaient occultes au scanner selon l'étude vision. Donc ici, on a une lésion ganglionnaire au niveau médiastinal et au niveau rétropéritonéal qui sont finalement légibles à l'étude de vision et qu'on trouve donc finalement pas intéressante pour l'étude de thérapie. Cependant, quand on couple ça avec le FDG, on voit qu'il y a déjà une fixation beaucoup plus importante et qui va compromettre donc finalement l'efficacité thérapeutique du PSMA lutécium.
Et enfin, le dernier exemple, on voit bien sûr quelques lésions qui sont éparses au niveau de l'étage abdominal et au niveau squelettique, avec des lésions en jaune qui ne sont pas visibles tout simplement, qu'on nous verra seulement en FDG. Donc finalement, il s'agit d'un patient qui a été à nouveau exclu par l'étude thérapie. Donc si on passe finalement dans les détails des deux essais, on voit que l'étude thérapie qui a intéressé 200 patients avec au bras contrôle des patients qui sont traités par chimiothérapie, on a obtenu l'objectif à 50% dans 66 cas par rapport à 36 au bras contrôle. Ce résultat a été beaucoup plus important retrouvé quand le niveau du SUV max était au-delà de 10. Finalement, est-ce qu'on peut se permettre de dire que finalement, si le SUV il est très important, on aura plus de résultats? Oui, l'autre ratio le confirme. Cependant, par rapport au bras qui a été utilisé comme contrôle, c'est-à-dire les patients sous chimiothérapie, on voit qu'on a un bénéfice qui est bien significatif sur la survie sans progression, mais sans bénéfice net sur la survie globale. Pour l'étude Vision, qui a intéressé plus de patients, à savoir 831 patients, avec au bras de contrôle les soins de support seulement et sans chimiothérapie en cours, on voit que les résultats ont été retrouvés intéressants pour les deux courbes, c'est-à-dire la survie globale et la survie sans progression. Ça paraît plus logique parce que les patients n'étaient pas sous chimiothérapie, alors que le professeur Zemmour nous a bien éclairé donc les résultats de la chimiothérapie de dernière génération. Et donc finalement, est-ce qu'on peut dire que le résultat du PSMA lutécium était directement lié au SUV? Ben oui, les courbes se détachent nettement par rapport aux différents contrôles. Et dans ce cas-là, dans l'étude Vision, on a comparé tout ça par rapport à l'écart-type par rapport à la fixation du foie. Et à chaque fois qu'on s'éloignait de la fixation physiologique du foie, on avait de meilleurs résultats. Donc on revient aux deux courbes là et on voit qu'il y a une nette amélioration pour la survie globale et la survie sans progression sur la deuxième étude. Ici, un premier patient qui se disait pas autonome, il ne pouvait pas se lever tout seul. Et on voit finalement qu'il y a une régression de la fixation lors de 2 traitements et que le patient avait dit qu'il était béni et que c'était un traitement venu du ciel. Ça paraît un peu subjectif, mais la qualité de vie est très importante. Ce qui est beaucoup plus objectif, c'est de passer à des paramètres mesurables. Et on voit un patient dans le deuxième cas qui était à 304 de PSA et qui chute directement de façon drastique avec une cartographie blanche, si on peut dire ça comme ça, avec un PSA qui est indétectable après 2 séances seulement. Et enfin, on a un patient qui fixe intensément de façon plus importante par rapport aux 2 patients précédents. Et on voit au PSA initial qui était aux alentours de 290, qui reste stable lors de deuxième. Mais finalement, malheureusement, on voit qu'il y a une progression par rapport au taux de PSA et même apparition de nouvelles lésions, notamment au niveau des 2 ceintures. Donc finalement, la problématique qui a été posée et dont on a pu répondre dans un premier lieu, un patient qui ne fixe pas le PSMA a un pronostic beaucoup plus simple, notamment par rapport au PSMA lutetium qui paraît très logique parce qu'il s'agit tout simplement d'un traitement dans le theranostique, mais également par rapport au traitement à la chimiothérapie. Quand on voit les différentes cas de figure, on voit par exemple de gauche à droite, on a une fixation qui est intense mais relativement localisée, une atteinte diffuse relativement modérée avec des petites localisations, des lésions importantes mais avec une fixation moindre, et enfin des fixations importantes et éparses. En fait, on est en train de parler de theranostique par rapport au statut global, mais faut-il penser à personnaliser davantage le traitement, c'est-à-dire à quel rythme et à quelle dose, et enfin, quelle fréquence donner le traitement, à savoir au PSMA lutetium. Donc, comment fait le médecin nucléaire? La procédure passe par 3 étapes, à savoir la préparation du patient et donc la sélection. On sélectionnera les patients qui sont métastatiques et résistants à la castration. On fera une imagerie, à savoir un PSMA gallium, mais on peut faire d'autres PSMA fluorés.
Et on va exclure toute obstruction rénale à cause de la toxicité. Les recommandations actuellement se penchent sur l'échographie, mais on peut faire une scintigraphie, voire un DFG isotopique. Le bilan biologique se fait bien sûr avec une surveillance de la formule du bilan hépatique et du bilan rénal. Donc on distingue 3 types de patients, à savoir des patients qui ont des fixations qui sont intenses mais qui se rapprochent et ils sont homogènes, et une fixation qui sont très intense, mais dans la disparité et donc la variabilité, elle est très importante, et des patients qui sont relativement moins bien fixants. Donc on voit que l'UCL propose un calculateur de prédiction de risque et de mortalité et de survie globale chez ces patients, en connaissant les données recueillies sur la clinique, la biologie et les résultats du PSMA. Et on voit clairement que finalement, les patients qui sont bien fixants, mais qui sont relativement homogènes, ont une survie meilleure. Donc le Lancet propose sur son site officiel, et vous pouvez vérifier ça, donc propose un calculateur qui est beaucoup plus simple et qui est destiné aux médecins nucléaires, dont il va remplir les 2 parties, à savoir l'historique du patient et résultat du PSMA. Et en prenant l'exemple d'un patient qui fixe à 30 de PSMA, on voit donc des résultats qui sont intéressants par rapport à la survie globale et la survie sans progression. Celle-ci chute de façon drastique si on diminue le seul paramètre, c'est-à-dire à savoir l'imagerie, et on voit finalement les résultats qui sont vraiment en baisse conséquente par la suite. Le jour du traitement, donc on fait une hydratation préalable, on va injecter le produit en IVD, et on fait une perfusion de sérum salé, et on fait le balayage post-thérapeutique, bien sûr couplé au scanner, et ça c'est pour la confirmation, puisqu'il s'agit d'un traitement radioactif, de la localisation des lésions qui sont radioactives fixantes, et enfin pour but dosimétrique. Le patient n'est libéré qu'après donc une dose de sécurité permise, à savoir 25 microsieverts par heure, qui est obtenue aux alentours de 4-5 heures. En post-traitement, le patient continuera à s'hydrater pendant les 3 jours en évitant tout contact avec les enfants et les femmes enceintes. Pour les adultes, un contact de 6 heures est permis à 1 mètre. Et bien sûr, le follow-up se fait pour l'évaluation de la cure par le médecin nucléaire, mais également le suivi de la toxicité par l'oncologue, donc en collaboration. Donc de quelle toxicité on parle? On parle bien sûr d'une fatigue qui est omniprésente, mais également de changements à l'échelle donc biologique. Et enfin, quelques signes beaucoup plus rares, mais qui sont le plus souvent de grade 1 et 2 et qui sont gérables et qui n'aboutissent pas donc à l'arrêt du traitement. Donc pour les résultats, on voit un premier patient qui a été traité par docétaxel et qui a reçu 2 cures. On voit les lésions qui sont bien fixantes et on voit que l'objectif a été atteint et nettement dépassé, au-delà de 90% après 2 cures. Un deuxième patient qui est également très fixant, qu'on appelle les patients exceptionnels ou patients express, qui a répondu de façon spectaculaire après une seule cure, et bien sûr avec une chute de PSA qui est très conséquente, quasiment complète. Et enfin, on a un dernier patient qui est un patient répondeur lent, avec des fixations qui sont plus ou moins hétérogènes, et après 3 cures, on voit que l'objectif est atteint, il est un peu moins important, mais qui reste quand même assez conséquent. Donc pour les recommandations, ce que j'avais donné pour les critères de sélection de pratique courante, la thérapie préconise quand même de faire quand même le FDG pour une sélection plus stricte des patients, mais également elle propose de proposer le traitement pour les patients qui ne sont pas éligibles à la chimiothérapie, notamment les personnes âgées. Et une deuxième fois, il y a un calculateur pour la toxicité de la chimiothérapie pour les proposer directement. Il ne s'agit pas d'un traitement de luxe, mais plutôt un traitement qui ne peut pas être proposé, donc vu qu'il n'y a pas de différence significative pour la survie globale entre le docétaxel et bien sûr le PSMA lutetium. Donc les études à venir, je souligne 2 études qui sont très intéressantes. La première bien sûr avec immunothérapie, mais la deuxième avec l'enzalutamide, qui est bien sûr un traitement très efficace, et avec une association de PSMA lutetium c'est-à-dire en 6 séances, mais 6 séances rapprochées. Les résultats vont apparaître bientôt.
Deuxième étude avec l'abiraterone, bien sûr, qui va se pencher sur PSA qui est beaucoup plus, donc une chute de PSA beaucoup plus conséquente. Et l'immunothérapie, on voit un effet potentialisateur. Les premiers résultats viennent être affichés donc en début d'année. Depuis toujours, on a utilisé le produit PSA malutetium pour le traitement de dernier recours. On essaie de se placer de plus en plus rapproché pour les patients nécessiteux de ce traitement. Et donc, c'est ce qui va venir pour la suite. Donc, ce qu'il faut retenir, que le traitement de PSMA est utilisé en cas de patients métastatiques résistants à la castration, que les critères de sélection doivent se pencher bien sûr sur le PSMA gallium, mais également sur le FDG. Et enfin, il faut reconnaître qu'une RCP et une discussion des cas par cas, selon les modalités disponibles, sont intéressantes. Donc finalement, l'étude multidisciplinaire des dossiers est la clé de prise en charge des patients stade avancé de cancer. Et on finit par le mot du professeur Sartor qui a mené donc l'étude Vision, qui dit que les patients vivent plus longtemps et vivent de façon meilleure après le lutetium. Je termine avec cette image qui a fait donc le buzz pendant les années 2018-2019, à savoir cette image de patients avant et après traitement au lutetium. C'est l'image de l'année 2018 et de 2019 et je vous remercie.